Crime Story. Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, définition d'un criminel de Steve O'Connell. Comme chaque semaine, le lundi à 8h, le sergent Walter fait son cours aux élèves de l'école de police. Aujourd'hui, il a choisi de leur parler des poseurs de bombes. Le sujet est en effet d'une brûlante actualité. 4 de ces engins ont déjà explosé en divers endroits de la ville. À ce jour, on compte 5 morts et 26 blessés, dont 7 très grièvement. Toute la population vit dans la terreur du prochain attentat. Voyez-vous, messieurs, la question est en principe très simple, déclare Walter. Non seulement nous savons que tous ces attentats ont été commis par la même personne, mais cette personne, nous la connaissons. Un silence stupéfait suit cette fracassante introduction. Un élève se décide enfin à exprimer le sentiment de tous. Mais alors, pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté ? Parce que, répond triomphalement Walter, parce que, messieurs, nous ne savons pas qui c'est. Cette fois, la stupeur est telle que le silence se prolonge. Walter regarde sa classe avec un petit sourire de satisfaction. Oui, messieurs, nous le connaissons, mais nous ne savons pas qui c'est. Oh, je vois bien ce que vous pensez. Non, n'ayez crainte, j'ai encore toute ma tête. Non, je veux simplement dire par là qu'on peut décrire quelqu'un avec précision quand on sait à quelle catégorie de criminel il appartient. Voleur, escroc, faussaire, empoisonneur ou poseur de bombes. Comme on peut décrire un malade quand on sait de quelle maladie il souffre ? Demande O'Brien, le plus dégourdi de la classe. Oui, et même encore mieux. Si on vous parle d'un tuberculeux, vous saurez immédiatement qu'il tousse, qu'il a une légère fièvre permanente, qu'il se fatigue vite. Mais vous ne pourrez en déduire ni son sexe, ni son âge, par exemple. Alors que, dans le cas de notre poseur de bombes, disons que notre ville compte environ 4 millions d'habitants. Eh bien, nous pouvons déjà en éliminer près de la moitié en affirmant, sans aucun risque de nous tromper, que notre poseur de bombes est de sexe masculin. Oui, messieurs, ce sera notre premier point. Tous les poseurs de bombes sont de sexe masculin. Ce même lundi à 8h, tandis que le sergent Walter entreprend de faire pour ses élèves le portrait robot du poseur de bombes, Harold est en train de bricoler la sienne dans sa chambre à l'autre bout de la ville. Il se livre à une minutieuse inspection de son engin. Les points de contact sont bien propres. Le mécanisme d'horlogerie fonctionne à merveille. Il hoche la tête, satisfait. C'est bien ce qu'il pensait. Si la bombe n'a pas explosé hier, c'est parce que les piles étaient usées. Elles devaient traîner sur les rayons depuis des siècles quand il les a achetées. D'ailleurs, il avait remarqué qu'elles ne portaient pas de date limite d'emploi. Tout ira bien maintenant qu'il les a remplacées. « Harold !» hurle sa sœur Paula. « Tu viens déjeuner ?»« Ouais, j'arrive. » Il recouvre soigneusement sa bombe d'un chiffon pour la mettre à l'abri de la poussière, la glisse sous son lit et descend rejoindre sa mère et sa sœur à la cuisine. « Va te laver les mains !» lui ordonne sa mère. « Tu vois pas comme elles sont sales ?» Harold obéit, puis revient s'asseoir à table. Il grogne un peu. « Oh, j'ai pas faim ce matin. »« Tu vas manger !» lui dit sa mère d'un ton sans réplique. « Y a rien de tel qu'un bon petit déjeuner pour commencer la journée. Et puis, bois ton jus d'orange, s'il te plaît. » Pendant qu'Harold, en bon fils, boit son jus d'orange, Walter continue le cours qu'il a si brillamment commencé.
Nous savons déjà que notre poseur de bombes est un homme. Maintenant, sur les 2 millions de suspects qui nous restent, nous allons pouvoir en éliminer encore 1,5 million environ. En effet, messieurs, notre poseur de bombes est largement adulte. Il a exactement entre 45 et 65 ans. Mais que faites-vous de Johnson, par exemple ? Intervient timidement un élève. Celui-là, il avait à peine 19 ans ? Très juste, répond Walter. Mais vous oubliez que Johnson, lui, ne s'attaquait qu'au commissariat de police. Ce petit jeune homme faisait bêtise sur bêtise depuis l'âge de 12 ans, ce qui, forcément, lui avait attiré des ennuis. Alors il avait fini par se mettre dans la tête que la police le persécutait. Cette façon de se venger, simpliste et primaire, est typique de la jeunesse. Alors que notre homme, à nous, frappe tous azimuts. Il pose ses bombes aussi bien dans le métro que dans les banques ou les supermarchés, autrement dit, dans n'importe quel endroit public. Mais, objecte cette fois O'Brien, ça n'explique pas pourquoi il devrait absolument avoir entre 45 et 65 ans. Le sergent Walter hausse les épaules. C'est un fait d'expérience, O'Brien. En vérité, nous ne savons pas au juste pourquoi. Peut-être que jusqu'à 45 ans, ce genre de criminel espère encore que ses ennuis s'arrangeront, et après 65 ans, il s'en fiche tout simplement. Tandis que Walter poursuit allègrement sa démonstration à l'autre bout de la ville, Paula jette un œil sur le journal. Plus rien en première page sur les bombes, remarque-t-elle. Harold finit d'avaler son jus d'orange et repose son verre. C'est normal, il s'est rien passé depuis 8 jours. Harold, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire ? Lui demande sa mère. Oh, voyons, maman, je vais avoir 46 ans. Tu crois pas qu'il serait temps d'oublier ces enfantillages ? Au contraire, mon chéri. À partir d'un certain âge, ça devient comme un prix de consolation. Veux-tu des chemises blanches ? Il me semble que tu en as besoin. Et puis, s'il te plaît, ne mets pas tant de sucre dans ton café. Paula est plongée maintenant dans les pages intérieures du journal. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est persuadé que c'est un homme qui pose les bombes. Sans doute parce qu'on estime que les femmes sont d'un naturel trop bon et trop doux pour ça, répond Harold d'un ton ironique. Paula lui lance un regard furibond. Je t'ai déjà dit que j'en avais assez de tes plaisanteries stupides sur les femmes. Ah, pas de dispute à table dès le matin, les enfants. Je ne le supporterai pas, intervient la mère. Et puis toi, Paula, range-moi ce journal. Là-bas, à l'école de police, O'Brien doute encore. Mais pourquoi est-ce que ça pourrait pas être une femme ? Walter sourit avec indulgence. Voyez-vous, les femmes peuvent transporter le microbe de la typhoïde, mais elles ne transportent pas de bombes. Et maintenant, messieurs, poursuivons nos déductions. Notre poseur de bombes est certainement célibataire. Il habite avec sa mère ou avec des sœurs plus âgées, à la rigueur avec une vieille tante. Bien qu'il soit toujours poli et attentionné, en règle générale, il passe inaperçu. Il ne fume pas et ne boit pas non plus. Même pour se donner du cœur au ventre ? Demande O'Brien. Non, il ne le supporterait pas. Il est trop gros, trop bien nourri. Ça le rendrait malade, ou il s'endormirait. Ma foi, Harold, on dirait que le sergent Walter te connaît bien. Mais pourra-t-il de la même façon découvrir qui tu es ? C'est ce que nous allons savoir bientôt. Mais pourquoi est-ce qu'il veut tuer des innocents ? Voyez-vous, O'Brien, il n'a pas une seule pensée pour ses victimes.
Ce qu'il veut, c'est se venger de la société. Il est persuadé qu'on ne cherche qu'à le rouler, que son patron, par exemple, ne lui a pas accordé la promotion qu'il mérite. Bref, c'est un frustré, un insatisfait pathologique. À cet instant précis du discours de Walter, Paula s'attaque à son frère. « J'ai appris que ton ami Carrigan venait d'obtenir de l'avancement. Si je comprends bien, c'est lui qui a eu la place qu'on t'avait promise. Tu n'as vraiment rien dans le ventre, mon pauvre vieux. Tu n'arriveras jamais à rien. »« C'est vrai, tu te laisses toujours marcher sur les pieds, » renchérit sa mère. « Tu es trop gentil, tout le monde en profite. »« Oui, enfin tout ça m'est tout à fait égal, » réplique Harold. « D'ailleurs, ce Carrigan est un type très bien. »« Oui, on sait ce que tu dis, mais je suis sûr que t'en penses pas un mot, » insinue Paula, perfide. « Ça suffit, les enfants, arrêtez de vous chamailler. Et puis toi, tâche de rentrer plus tôt, Harold, hein. Ce soir, nous allons chez l'oncle Martin. »« Oh, quelle barbe !» s'écrie Paula. « Il est tellement vieux, tellement embêtant. »« Je sais, ma chérie, mais nous n'avons pas donné signe de vie de toute la semaine. Nous avons pourtant bien juré de lui rendre visite régulièrement. Il n'aime que nous et les bains turcs. »« Harold, finis tes œufs et ton bacon. Il est assez gros comme ça, » remarque Paula. « Une vraie boule de suif. Et toi, tu te crois belle peut-être ?» riposte Harold. 42 ans, grande, maigre et entretenue par son frère. « Je ne suis pas maigre. Je surveille mon poids, c'est tout. » On se demande pourquoi. De toute façon, les hommes te regardent même pas. Ah, tu voudrais peut-être que je t'offre aussi un mari? Une espèce de sale boule de suif, grogne Paula. Là-bas, à l'école de police, l'élève O'Brien continue à assaillir le sergent Walter de questions. « Mais, sergent, mis à part toutes ces hypothèses sur les poseurs de bombes en général, la police a-t-elle découvert quelque chose de concret sur celui-là? Je ne sais pas, moi, un indice quelconque ?»« Non, rien pour l'instant, » répond Walter, légèrement agacé. « Quoi, pas d'empreinte digitale? » »« Non, pas d'empreinte digitale. On ne peut rien tirer de ces fragments de métal. Si seulement on pouvait tomber sur une bombe intacte, comme dans l'affaire Byron. Vous vous souvenez de cette histoire? Si on a pu remonter jusqu'à lui, c'est justement grâce aux empreintes laissées sur les piles par l'employé de la quincaillerie qui les lui avait vendues. Oh, ce Byron, je m'en souviens. Il avait 52 ans. C'était un petit bonhomme grassouillet et bon enfant qui vivait avec ses 2 vieilles tantes. Tandis que le sergent Walter sourit à ce parfait portrait du poseur de bombes, Harold regarde sa montre. Bigre, déjà 8h30. Il va encore être en retard au bureau. Il file dans sa chambre, sort la bombe de sa cachette et en vérifie une dernière fois le mécanisme. La veille, il l'avait réglé sur 4h30. Mais comme ensuite on n'avait parlé de l'explosion ni à la radio ni à la télévision, il en avait conclu que la bombe n'avait pas éclaté. Et il était allé la rechercher en vitesse au terminus des bus de la 12e avenue. Si par malheur la police avait mis la main dessus, Dieu sait ce qu'elle aurait pu découvrir. C'est qu'ils ont des techniques tellement sophistiquées dans leur laboratoire. Enfin, maintenant qu'il a changé les piles, tout devrait bien marcher. Harold règle le mécanisme sur 1h30, emballe l'engin dans du papier de boucher et le ficelle solidement. Puis, il retourne dans la cuisine et dépose son paquet avec précaution sur la table. Voilà. Le mécanisme est réglé sur 1h30. Tu iras la déposer au terminus du bus de la 68e avenue, dit-il à Paula. Dis donc, tu pouvais pas choisir un quartier mieux fréquenté? Une femme n'est pas en sécurité dans ces rues-là. Ma chère, telle que tu es, tu ne risques rien, ironise Harold. Combien de temps faut-il encore compter avant que tu ne te décides à faire sauter l'oncle Martin? Je commence à en avoir assez d'attendre, soupire sa mère. Son tour viendra la semaine prochaine, maman, je te le promets. Mais tu sais, ce sera pas fini pour autant. Il faudra encore en faire exploser 3 ou 4 pour égarer les soupçons. Parce que si la police s'apercevait qu'il y a un lien logique entre tous ces attentats, on serait cuit. N'oublie pas que nous allons hériter de plus d'1 million de dollars. Nous serions les premiers suspectés. Harold,
Fais-moi plaisir. Je voudrais tellement faire sauter moi-même l'oncle Martin, dit Paula d'un ton rêveur. Non, c'est hors de question, répond fermement Harold. L'oncle Martin ne sort que pour aller au bain turc, donc il faut un homme. Alors c'est moi qui m'en chargerai. À l'école de police, l'élève O'Brien ne tarit pas de questions. À votre avis, sergent, combien y a-t-il de gens qui correspondent à votre description du poseur de bombes? Walter réfléchit. C'est difficile à dire. Il faudrait disposer d'une fiche sur chacun et d'un ordinateur. Mais comme ça, à vue de nez, je dirais environ 30 000. Seigneur! 30 000 individus éparpillés dans toute la ville? Eh oui, soupire Walter. Ça fait beaucoup. Ce soir-là, comme il l'a promis à sa mère, Harold s'est arrangé pour rentrer tôt. Devant son garage, il croise un homme qui lui adresse au passage un petit signe de tête distrait. « C'est incroyable, » se dit Harold. « Ce type me voit presque tous les jours. Nous habitons le même bloc d'immeubles, nous partageons le même garage, et je suis sûr que si je le rencontrais dans la rue, il me reconnaîtrait même pas. Décidément, personne ne me remarque jamais. C'est comme si j'étais transparent. Pourtant, lui non plus n'a rien d'exceptionnel, et moi je le reconnaîtrais n'importe où. Bah forcément, voilà des années qu'on se salue. Il me semble que il travaille quelque part dans les bureaux de la police. Je crois qu'il s'appelle Wagner, ou plutôt Walter. Voilà, Walter, enfin quelque chose comme ça. Enfin, peu importe. Après tout, passer inaperçu, ça doit aussi avoir des avantages quelquefois.